Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne et aujourd'hui on va parler des pires erreurs que vous faites sur vos PC gamer. Donc là ça va être les 15 erreurs à ne surtout pas faire sur son PC gamer. À force de voir les différents PC que vous m'envoyez en photo ou des fois vous me demandez des questions par mail quand il y a des bugs, des choses comme ça, j'ai regroupé une liste d'erreurs que vous faites assez régulièrement et je pense que si ces 15 erreurs là vous arrêtez déjà de les faire, ça va régler 95% des soucis que vous avez sur vos PC. Donc là je vais vous donner mes 15 recommandations, les 15 choses que je vous recommande de ne surtout pas faire avec votre PC gamer pour faire en sorte qu'il reste en bonne santé, qu'il continue de bien fonctionner et que du coup tout se passe bien pour vous. Bon, j'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Du coup c'est parti pour la vidéo. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 €. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code GU20 qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center, c'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé, et le Windows sera activé. Alors première chose importante, ça va être concernant vos barrettes de RAM. Donc si vous avez 2 barrettes de RAM dans votre PC, il faut bien faire attention à la manière dont vous allez les placer sur votre carte mère. Pour info, si vous avez 4 barrettes, la question ne se pose pas parce que vous allez remplir les 4 slots. Mais si vous avez 2 barrettes, il y en a des fois qui mettent les barrettes sur le slot 1 et 2, d'autres qui le mettent sur le slot 1 et 4, d'autres qui le mettent sur le slot 2 et 4, 1 et 3, etc. Sachez qu'il y a un ordre bien précis pour mettre les barrettes de RAM. Et cet ordre-là, alors pour la quasi-totalité des cartes mères, ça va être sur l'emplacement numéro 2 et l'emplacement numéro 4. Alors sachez que l'emplacement numéro 2 et numéro 4 fonctionnent ensemble et l'emplacement numéro 1 et numéro 3 fonctionnent ensemble. Et pourquoi est-ce qu'on va mettre les barrettes de RAM sur ces emplacements-là précisément, donc le numéro 2 et le numéro 4, et pas sur le 1 et le 2 par exemple? En fait, le but, ça va être de profiter du dual channel. Le dual channel, ça va permettre de doubler la bande passante pour les barrettes de RAM et du coup de gagner énormément en performance. Donc si vous placez par exemple vos barrettes de RAM sur le slot numéro 1 et le slot numéro 2, vous n'avez pas profité justement de ce boost de performance, étant donné que le dual channel fonctionne sur le slot 2 et 4 et sur le slot 1 et 3. Donc la priorité c'est slot 2 et 4, et ensuite si vous voulez rajouter des barrettes, vous mettez 1 et 3, et celle-ci aussi fonctionnera également en dual channel, l'une avec l'autre. Donc déjà ça c'est la première chose qui est vraiment super importante, c'est bien d'acheter de la bonne RAM avec une bonne fréquence, avec une bonne latence, avec une quantité suffisante pour profiter à fond de son PC, mais ce qui est très important c'est de les placer correctement sur son PC. Deuxième chose très importante, une erreur que je vois assez souvent, c'est activer l'XMP sur sa RAM. Vous avez par exemple des barrettes de RAM que vous allez acheter qui seront, par exemple là c'est de la DDR4 à 3200 MHz. Cette DDR4 à 3200 MHz, quand je vais la mettre dans mon PC, elle ne va pas par défaut tourner à 3200 MHz. Elle va peut-être tourner à 2133, 2400, 2666. La fréquence de base à laquelle elle va tourner, ça va dépendre de mon processeur. Donc le processeur, il a une fréquence par défaut. Et en gros, il va mettre les barrettes de RAM sur la fréquence max qu'il accepte. Et dans certains cas, ça va être 2666, dans d'autres, ce sera 2133, etc. Ce qui est dommage, c'est de payer des barrettes de RAM pour avoir de la 3200 ou de la 3600, etc. et de pas les faire tourner à fond. Donc il y a une option qui est très importante et qu'il faut activer dans le BIOS, c'est l'XMP si vous êtes chez Intel, ça peut être le DOCP ou l'AMD Expo si vous êtes chez AMD. Voilà, il y a plusieurs noms qui existent, mais globalement, qu'est-ce que c'est? C'est une petite option qu'on va activer et qui va charger le profil de la RAM. C'est-à-dire sur la RAM, sur chacune des barrettes de RAM, il y a un profil où il y a écrit « Moi, je suis fait pour tourner à 3200 MHz, CL, 16, 18, 20, 20, 20, etc. Vous avez toute une configuration qui est enregistrée justement sur les barrettes. Cette configuration va être chargée via le BIOS et va être activée. Et ensuite, ça va permettre justement de faire tourner ces barrettes de RAM aux fréquences et à la latence pour lesquelles elles sont prévues par défaut. Et des fois, ça peut faire des très très grosses différences de performance. Donc ça, c'est la deuxième erreur que je vois régulièrement, c'est vous avez monté votre PC et vous avez oublié d'activer l'XMP. Alors une autre petite astuce
astuce dans le même style, si par exemple vous changez votre système de refroidissement, vous allez bouger un petit peu votre processeur, ou si vous rajoutez de la RAM, voilà, si vous faites des petits changements comme ça, parfois ça peut enlever les paramètres dans le BIOS pour l'XMP, donc allez toujours vérifier une fois par an s'il n'y a pas une manip qui vous a fait sauter l'XMP et qui vous fait perdre en performance, ce serait un petit peu dommage. Troisième erreur que je vois assez souvent, c'est ceux qui mettent les ventilateurs dans le mauvais sens. Alors je vous montre très rapidement, vous avez donc les ventilateurs, vous avez deux sens. Donc là, vous voyez, on a l'arrière du ventilateur, et là, on a l'avant, donc là où on a le logo. Quand le ventilateur va tourner de cette manière-là, vous avez l'air qui va passer de cet endroit et qui va passer vers l'arrière du ventilateur. Donc vous avez ce flux d'air qui va se passer. Le truc, c'est que ça va vous permettre de savoir si ça fait rentrer de l'air dans le boîtier ou sortir de l'air du boîtier. Le plus important à retenir, c'est que quand on fait rentrer de l'air dans le boîtier, on le fait rentrer par l'avant ou par le dessous, et on le fait sortir par le dessus ou par l'arrière. C'est pour éviter d'avoir trop de poussière qui s'accumule dans le boîtier. Ce que je vois moi régulièrement, c'est des abonnés qui mettent les ventilateurs dans le mauvais sens et il n'y a que de l'air qui rentre de tous les côtés, donc ça c'est vraiment pas bon. Il y en a aussi qui inversent, qui font rentrer de l'air par le haut ou l'arrière et qui font sortir l'air par l'avant et le dessous. Ça c'est pas trop recommandé, en soi ça fonctionne, mais vous allez vous retrouver avec beaucoup de poussière à l'intérieur. Et donc ce qui est important, c'est vraiment de placer les ventilateurs dans le bon sens. Donc typiquement vous voyez dans le cas présent, l'air va arriver par là, va passer au travers et va venir vers moi. Et là inversement, l'air va être soufflé vers vous. Donc c'est bien important de faire cette distinction et de pas se tromper quand on va placer les ventilateurs dans son boîtier, histoire d'optimiser au maximum le flux d'air dans le boîtier. Quatrième erreur que je vois assez souvent, c'est ceux parmi vous qui prennent des boîtiers qui ne sont pas mesh. On a des composants aujourd'hui qui chauffent de plus en plus, qui consomment de plus en plus, et il faut les refroidir efficacement. Une carte graphique qui chauffe trop, c'est une carte graphique qui va se brider pour moins chauffer et qui du coup sera moins performante. C'est dommage par exemple d'acheter une RTX 4080 et de se retrouver avec les performances d'une 4070 qui coûte 2 fois moins cher, tout ça parce que on n'a pas pris un bon boîtier et que le flux d'air à l'intérieur n'est pas bon. Donc pour info, je vous avais fait une vidéo, mon top des meilleurs boîtiers. On avait tourné ça avec Skinzer, ça ramenait plein de boîtiers, on les avait tous déballés, on vous les avait présentés sous tous les angles. La quasi-totalité sont des boîtiers mesh, et ceux qui sont pas des boîtiers mesh sont quand même des boîtiers avec des bons flux d'air. En général, c'est des boîtiers type aquarium. Et voilà, donc moi, toutes les recommandations que je vous avais faites, c'était d'excellents boîtiers pour le flux d'air. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo que je vous avais sortie à l'époque, mais n'oubliez pas qu'une façade entièrement fermée, ça va réduire la quantité d'air qui va passer dans le boîtier, ça va réduire le flux d'air, et le refroidissement sera moins bon. Refroidissement moins bon, ça entraîne une chauffe plus élevée des composants et un possible bridage des composants. On essaye d'éviter au maximum que les composants surchauffent, ça veut dire qu'on met des bons systèmes de refroidissement, mais aussi on prend un bon boîtier qui va permettre de faire circuler l'air efficacement dans la config. Alors une autre erreur aussi, ça va concerner votre carte graphique. Alors la plupart d'entre vous, votre carte graphique elle est placée comme ça, placée à l'horizontale. Il y a certains boîtiers qui permettent de placer la carte graphique à la verticale, donc de cette manière-là dans le boîtier, ou parfois il y a même des adaptateurs qu'on peut mettre pour faire un 90 degrés. Et ensuite, on va brancher une nappe sur le dessous, là, et ça va permettre de connecter la carte graphique. Donc ça, techniquement, c'est un système de refroidissement qui est plus efficace pour l'ensemble de la config, parce que les ventilateurs qui sont sur le bas, souvent, vont ramener de l'air frais, ça va passer plus efficacement sur le haut de la config, et de manière générale, le flux d'air sera meilleur. Par contre, faites quand même très attention. Il y a certains boîtiers qui ont justement ce système de fixation pour mettre la carte graphique à la verticale, et on se retrouve avec, surtout avec les cartes graphiques, vous voyez, comme celle-ci, qui font 3 slots ou 3 slots et demi par exemple d'épaisseur, qui se retrouvent quasiment collés à la vitre. Donc là, vous vous retrouvez avec la vitre quasiment collée, ce qui fait que la carte ne va pas choper beaucoup d'air frais et de manière générale, la carte va avoir du mal à se refroidir. Donc ça, c'est quelque chose à faire très attention. Si jamais vous voulez placer votre carte graphique à la verticale dans votre boîtier, faites bien en sorte de prendre un boîtier compatible, mais surtout un boîtier qui, quand on va lui mettre une carte graphique à la verticale, la carte graphique ne va pas être collé à la vitre. Donc ça va dépendre aussi de l'épaisseur de votre carte graphique, parce qu'il y a des boîtiers qui ont des emplacements triple épaisseur. Si on met une carte graphique double épaisseur, ça part sans souci. Par contre, quand on met du triple épaisseur, des fois, c'est vraiment très collé à la vitre. Donc ça, faites attention, parce que la carte graphique risque de surchauffer, et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, une carte graphique qui chauffe, c'est une carte graphique qui se bride pour moins chauffer, et qui du coup est moins performante. Donc prenez bien ça en compte quand vous choisissez votre boîtier. Une autre erreur que je vois assez régulièrement, c'est l'emplacement du PC. Alors, il y en a beaucoup d'entre vous qui mettent le PC sur le bureau, voilà, c'est très bien. Moi, c'est ce que j'essaie de faire au maximum, ou de le placer, vous voyez, sur des meubles, comme j'ai mis juste derrière. Mais j'en vois aussi parmi vous qui mettent leur PC par terre.
Alors le mettre par terre, c'est pas la fin du monde, c'est juste que ça va récupérer toutes les petites poussières qui se baladent et c'est pas très bon parce qu'il faudra nettoyer beaucoup plus régulièrement le boîtier. Mais aussi, au-delà de ça, il y en a qui le mettent par terre et qui le placent, sachant que sur le sol, ils ont un tapis ou de la moquette épaisse. Et le souci, c'est que le fait de placer son boîtier au sol sur un tapis ou sur de la moquette, souvent on a une entrée d'air par le bas du boîtier. Et le souci, on a dans tous les cas l'alimentation en général sur le bas du boîtier, et ça peut obstruer les entrées d'air justement par le bas du boîtier. Ça, c'est quelque chose de problématique, ça va ramener déjà donc pas mal de poussière à l'intérieur du boîtier, mais surtout ça risque d'obstruer toute la partie inférieure du boîtier, ça risque de provoquer une chauffe plus élevée sur l'alimentation, et ça c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter au maximum. Une autre chose que je vois aussi au niveau de l'emplacement, c'est des fois il y en a, ils ont donc des grands blocs, par exemple comme on voit les blocs de tiroirs Ikea Alex, sauf que c'est une grande porte qu'il y a dedans, et ils mettent leur boîtier dedans, et ils ferment. Et le souci, c'est que quand on met son boîtier dans un espace clos comme ça, on va avoir très très peu d'air qui va arriver dedans. C'est exactement la même problématique qu'on a avec le fait de prendre des boîtiers en mèche pour sa config, c'est on a besoin d'un flux d'air constant et de l'air frais. Et donc si on le met dans un espace clos, là tout de suite le PC risque de surchauffer. Donc 2 recommandations concernant l'emplacement de votre PC, donc 2 erreurs à éviter, ne surtout pas le mettre dans un espace clos, donc ne pas se dire allez je vais le cacher hop dans un bloc et je vais refermer la porte, parce que là ça risque de surchauffer. Et deuxième chose, évitez de le placer sur le sol pour éviter les saletés, et encore plus quand vous avez de la moquette ou un tapis qui risque d'obstruer les entrées d'air par le bas du boîtier. 7e erreur que je vois aussi assez régulièrement, ça c'est plus une question de sécurité sur le PC, c'est les abonnés qui n'ont pas de compte administrateur avec un mot de passe sur le PC. C'est très important déjà d'avoir le compte principal qui est administrateur de la config avec un mot de passe, étant donné que dès que vous allez avoir quelque chose qui peut toucher à la sécurité du PC, il faudra utiliser ce compte avec ce mot de passe. Donc déjà, ça fait une sécurité supplémentaire dans le cas où vous avez des logiciels malveillants qui essaient de s'exécuter. Et deuxième chose aussi, régulièrement, vous avez, quand il y a un logiciel qui a besoin d'un droit supplémentaire, par exemple pour s'installer, pour s'exécuter, etc. sur le PC, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre et qui dit « Voulez-vous autoriser le lancement, l'exécution de ce logiciel, etc. » Je vois aussi régulièrement des gens qui font « Oui, autoriser » sans même savoir exactement ce que c'est. Si vous n'êtes pas en train de faire quelque chose d'important, si vous ne savez pas d'où ça vient, cette demande, ne faites pas « Oui » aveuglément. N'exécutez pas en tant qu'administrateur un logiciel sans savoir exactement ce que c'est. Donc, globalement, ça c'est des règles basiques de sécurité, mais qu'il faut appliquer régulièrement, donc avoir un mot de passe administrateur sur le compte principal du PC, quitte à utiliser un autre compte secondaire qui lui n'a peut-être pas de mot de passe mais n'est pas administrateur par exemple, histoire de toujours passer par le compte administrateur pour les choses importantes, et aussi ne jamais autoriser des logiciels à s'exécuter si on ne sait pas ce que c'est exactement, ou si on voit apparaître la fenêtre sans aucune raison valable. Une autre grosse erreur que certains d'entre vous font, c'est qu'ils achètent leur PC, ils le montent, ils le configurent, ils mettent les drivers graphiques, ils jouent, et puis ils mettent jamais à jour les drivers graphiques. Ça c'est quelque chose de très important. Figurez-vous que là, vous voyez la 7900 XT qui est sortie il y a quelques mois maintenant. Entre le driver qu'elle avait au moment où elle est sortie et le driver d'aujourd'hui, il y a un gain de performance, ça dépend un petit peu des jeux, mais on s'est rendu compte là récemment qu'il y a un gain de 6 à 8%. C'est une grosse différence. En gros, ça veut dire que la 7900 XT, aujourd'hui avec le nouveau driver, a les performances de la 4080 quand la 7900 XT était sortie. Donc c'est assez énorme comme différence de performance, et donc c'est important de garder à jour ces drivers. Alors je vous demande pas de mettre les drivers bêta, mais dès que vous avez un driver officiel qui est là, que ça fait quelques jours qu'il est sorti et que vous n'avez pas vu des choses apparaître sur des forums, des gens qui se plaignent de bugs, de choses comme ça, vous voyez, ça fait une semaine qu'il est sorti, hop, vous mettez à jour et vous profitez de cette mise à jour, parce qu'en général, il y a tout un tas d'optimisations pour les jeux les plus récents qui sont sortis. Et puis si vous jouez à des jeux récents, en général, ça va bien vous aider parce qu'il y a toujours un tas d'optimisations qui sont intégrées dans les drivers. Erreur numéro 10 que je vois aussi souvent chez vous, c'est que vous ne surveillez pas vos températures. Il y a un petit logiciel, moi, que j'ai sur mon PC gamer à chaque fois. C'est un logiciel qui s'appelle HW Info. Donc regardez comment ça se présente. Alors moi, j'ai le thème de couleur en noir, mais vous, ce sera tout en blanc. Vous avez donc ce logiciel qui va se lancer et qui va vous afficher les températures de votre processeur, de votre carte graphique, etc. Et c'est important de surveiller régulièrement les températures du processeur et les températures de la carte graphique, pour vérifier que vous avez votre carte qui ne va pas surchauffer, donc se brider, pour vérifier que le processeur
surchauffe pas trop non plus, pour vérifier que la pâte thermique fonctionne toujours efficacement, pour vérifier que vous avez bien toujours votre courbe de ventilation qui est toujours bien configurée et que du coup ça refroidit correctement. C'est important de vérifier régulièrement. Donc moi ce que je vous recommande, c'est une fois par mois. Ce que vous faites là, vous le faites aujourd'hui, vous lancez HW Info, vous faites une petite session, 1 heure ou 2 de jeu, et puis vous revenez à la fin sur le logiciel une fois que vous avez joué, et vous regardez qu'est-ce qu'il a enregistré comme température maximale pour le processeur, pour la carte graphique, et puis vous pouvez vous le noter sur un petit carnet, ça vous donne une température de référence. Et ce que vous faites, c'est qu'une fois par mois, vous lancez le logiciel quand vous faites une petite session de jeu, et vous regardez, vous tournez 2-3 heures le jeu, et vous regardez à la fin de la session, quelle a été la température max pour le processeur et pour la carte graphique. Si vous voyez qu'il y a une grosse différence, c'est qu'il y a peut-être un souci et qu'il faut peut-être regarder la courbe de ventilation, peut-être changer la pâte thermique. Pour la carte graphique, peut-être dépoussiérer les radiateurs, changer la pâte thermique et les pads thermiques sur les différentes puces. Voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en place pour régler ces soucis-là, mais c'est quand même important de surveiller régulièrement. Alors petite note quand même, si vous avez fait votre température de référence en décembre, en plein hiver quand il fait bien froid, et qu'ensuite quand vous le testez en pleine canicule, vous voyez qu'il y a 7-8 degrés de plus, ça peut s'expliquer par la température ambiante de la pièce. Donc voilà, faut pas aussi avoir trop peur si quand vous testez en pleine canicule, vous voyez des températures élevées, ça peut arriver. Voilà concernant la surveillance et le monitoring des températures. Une autre erreur que je vois régulièrement et qui concerne aussi justement la surveillance des températures, c'est le fait de ne pas entretenir régulièrement son PC. C'est bien une fois par an, d'enlever les filtres à poussière du boîtier et de les nettoyer, c'est très rapide à faire. Vous dévissez aussi les ventilateurs, vous leur mettez un petit coup de soufflette pour les entretenir et les nettoyer efficacement. C'est important aussi de prendre par exemple le radiateur du water cooling, vous dévissez les ventilateurs, vous mettez un petit coup de soufflette à l'intérieur pour enlever toute la poussière et vous refixez les ventilateurs. Ça c'est de l'entretien basique, ça prend entre une demi-heure et 1 heure suivant combien vous avez de ventilateurs, de radiateurs, de choses comme ça dans votre PC. C'est assez rapide, vous le faites une fois par an, vous pouvez le faire un peu plus souvent si vous avez des chats. Je sais que moi par exemple j'ai des chats, au bout de 6 mois mes radiateurs ils sont remplis à cause de mes chats. En fonction de si vous avez des animaux ou même des chiens, des choses comme ça, ça peut salir un petit peu plus rapidement les PC. Tiens d'ailleurs elle est juste ici. Donc vous voyez, avec elle qui traîne dans les parages, tous les 6 mois, le PC, il est à nettoyer. Donc prenez bien ça en compte et entretenez régulièrement vos systèmes de refroidissement, que ce soit les radiateurs des water cooling, les radiateurs des ventirades, les ventilateurs, les filtres à poussière, etc. Et puis si jamais vous voyez des changements de température dans HW Info, vous pouvez commencer à regarder la pâte thermique, les pads thermiques aussi pour la carte graphique, etc. Ensuite, une autre erreur que je vois régulièrement, ça concerne la protection électrique de votre setup. C'est important de prendre une bonne multiprise. Vous allez avoir vos écrans, PC, tous les éléments, les lumières, les enceintes, etc. Tout ça va être en général branché sur une multiprise que vous allez brancher au mur. C'est important d'avoir une prise qui va résister en cas de soucis électriques. Donc moi je prends toujours des prises parafoudre avec la protection parafoudre, qui veut dire que s'il y a un souci électrique chez moi, il y a de fortes chances que tout s'éteigne mais que mes composants résistent. Alors vous avez une solution encore plus extrême, mais qui coûte aussi beaucoup plus cher, c'est un onduleur parafoudre. Donc l'onduleur, ça va être un petit peu comme une sorte de grosse multiprise avec une protection justement parafoudre, mais en plus de ça, vous avez une très grosse batterie dedans, ce qui fait que quand vous allez avoir un souci, je sais pas, imaginons il y a la foudre qui tombe sur votre maison, ça coupe le courant, et en fait votre PC, tout ça va continuer à fonctionner pendant une petite demi-heure, 3/4 d'heure, et ça va vous permettre de sauvegarder vos documents, de tout terminer et de faire en sorte que vous perdiez aucune donnée. Alors moi je vais pas jusque là parce que ça coûte très cher, mais ça peut être la solution encore plus extrême pour ceux qui veulent être sûrs de jamais rien perdre comme données sur leur PC. Donc moi perso, je pars à chaque fois sur des multiprises parafoudre, histoire de protéger tout ça. Et autre chose importante, faut pas mettre trop d'éléments sur cette multiprise. Si vous avez un PC, vous savez que ce PC il peut potentiellement consommer 1000 watts, que vous voulez brancher des écrans, des choses comme ça, en général une multiprise et aussi une prise au mur, c'est 3500 watts. Donc faites en sorte de ne pas brancher plus d'éléments et de manière à ce que ça puisse consommer plus de 3500 watts, faut surtout pas dépasser ça. Donc faites bien attention à pas brancher trop de choses ou même brancher une multiprise sur une multiprise sur une multiprise sur une multiprise. C'est pas très bon de faire ça. Surveillez bien ça et faites en sorte de prendre des prises parafoudre, sachant qu'en général ça coûte pas beaucoup plus cher. Ensuite, une autre erreur que je vois régulièrement, et ça c'est certains d'entre vous qui regardent des tutos d'optimisation Windows un petit peu douteux, c'est ceux qui touchent à la base de registre Windows. Vous avez donc une base de registre et vous avez des éléments où vous allez pouvoir les éditer. C'est jamais une bonne idée d'y toucher et
je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui suivent des tutos qui vont en ligne, où on leur dit, alors tu changes tel élément dans la base de registre, tu changes ça, et le souci c'est que 3 mois après, quand il y a une mise à jour Windows, ils se retrouvent à avoir le PC qui démarre plus, et ils comprennent pas pourquoi. Ils se disent, ah non, mais qu'est-ce qui se passe, c'est nul Windows 11, etc. Et ben c'est pas du tout ça, c'est ceux qui changent des éléments dans la base de registre, et du coup, dès qu'il y a des mises à jour, des choses comme ça peut créer des gros bugs, et faire que Windows va crasher, mais aussi faire que Windows va même plus réussir à booter, à démarrer, à se connecter, etc. Et donc, moi, la grosse recommandation que je vous fais, c'est ne touchez pas à la base de registre, à moins que vous soyez un expert en informatique et que vous connaissiez exactement ce que vous faites, mais si vous êtes novice, ne touchez pas sans savoir. Même si vous avez des youtubeurs qui vous font des tutos d'optimisation Windows et qui vous recommandent de toucher à la base de registre parce que eux, ça n'a pas créé de bug, vous n'en savez rien, et moi, je vous recommande fortement de ne pas le faire. Si vous saviez le nombre de personnes qui m'envoient des MP et qui ont des soucis après avoir justement changé la base de registre, eh bien, vous seriez très réticent à le faire. Alors, erreur numéro 13 que je vois aussi très régulièrement, c'est ceux qui parmi vous installent un logiciel, et quand ils installent un logiciel, ils font suivant, ok, terminé. Sans regarder ce qu'ils acceptent à chaque fois. Parce que quand vous faites suivant, parfois dans les étapes, vous avez une étape qui vous dit, oui, ajouter une toolbar dans mon navigateur. Oui, je veux ajouter un antivirus. Oui, je veux ajouter un anti-malware. Oui, je veux ajouter... Bon, peu importe. En gros, c'est des logiciels qui sont partenaires avec celui que vous êtes en train d'installer. Je sais pas, par exemple, vous installez VLC et ça va vous installer WinRAR en même temps. Bah, ils ont un petit partenariat, par exemple, et VLC, ils ont dit, on ajoute la proposition d'installation de WinRAR dedans. Alors, c'est un exemple comme ça que je vous donne, mais souvent, on essaie de nous installer des antivirus, des Norton antivirus ou des McAfee antivirus, des trucs comme ça. Faites bien attention de ne pas installer n'importe quoi. Déjà, des fois, vous avez des logiciels complètement pourris qui vont vous faire bugger votre PC, qui vont le ralentir. Des fois, vous vous retrouvez avec un antivirus installé alors que vous en aviez déjà un. Et pour info, quand on a plusieurs antivirus qui sont installés, en général, ça les fait tous bugger et ça fonctionne vraiment pas bien. C'est important d'avoir qu'un seul antivirus sur son PC. Donc, quand vous faites des installations, prenez le temps, ça vous prend même pas 30 secondes à chaque fois de vérifier qu'il n'y a pas une petite case cochée qui dit oui, j'accepte d'installer ce logiciel, etc. Vous vérifiez. Prenez bien 30 secondes, de toute façon on n'installe pas des logiciels tous les jours, faites bien suivant, en regardant bien les détails, et une fois que c'est terminé, vous faites terminer, parce que souvent les PC, ceux qui font suivant sans regarder, leur PC ça devient des usines à gaz, et c'est un coup à réinstaller Windows tous les 4 mois. Donc faites bien attention quand vous installez un logiciel, ne cliquez pas sur suivant sans regarder ce que vous acceptez. Ensuite, une autre erreur que je vois aussi régulièrement, c'est ceux qui utilisent quasiment toute la totalité de leur stockage. Donc je sais que par exemple, des fois, il y en a, ils achètent un PC, il y a un disque, je sais pas, de 500 Go et un autre disque de 1 Teraoctet. Ils vont installer tous les jeux et sur le disque où il y a Windows, où il y a les 500 gigaoctets, à la fin, au bout d'un moment, ils vont être à 499 gigaoctets d'utilisés sur 500. Et en fait, le souci, c'est que quand on sature un stockage, après, ça peut créer des soucis, des ralentissements, etc. Et c'est compliqué. Donc c'est bien de prendre un stockage adapté. C'est toujours intéressant aussi de séparer le système d'exploitation et les jeux pour avoir tout l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et aussi, c'est très important de pas saturer, de pas dépasser, allez, on va dire 85-90% de son SSD, de manière à ce que tout continue de fonctionner correctement. Aujourd'hui, les stockages sont beaucoup moins chers. On parle même plus de disque dur, on parle maintenant de SSD en NVMe PCI Express 3. On arrive à trouver des 2 Teraoctets pour 80€, des 1 Teraoctet pour 40€. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible aujourd'hui, et ça peut être intéressant pour ceux qui aujourd'hui, je sais pas, ils ont un disque de 1 Teraoctet dans leur PC et il est saturé. Bah réfléchissez peut-être à vous acheter un disque de 2 Tera que vous rajoutez dans la config, et vous vous dites, ce disque de 2 Tera c'est pour mettre tous mes jeux, et l'autre disque de 1 Tera c'est pour tout mettre, et vous transférez vos jeux sur l'autre SSD. Vous aurez aucun des SSD qui sera saturé, vous aurez beaucoup plus de place, beaucoup plus d'emplacement pour mettre vos jeux, et le PC fonctionnera aussi beaucoup mieux. Ensuite, dernier élément, 15e erreur que je vois très souvent, et qui pour moi est la plus importante, c'est ceux qui parmi vous n'utilisent pas de bloqueur de pub. Alors là, vous allez dire quoi, Guillaume, il recommande d'utiliser des bloqueurs de pub, alors que si on a des bloqueurs de pub, on voit plus les pubs sur sa chaîne YouTube et il gagne moins d'argent. Oui, c'est important d'avoir un bloqueur de pub, parce que il y a énormément de sites sur lesquels on navigue, où il y a beaucoup d'arnaques qui sont intégrées dans les pubs. Alors je sais pas comment ils arrivent à faire passer ce genre d'arnaque, parce que parfois c'est même des pubs Google, c'est même des pubs de gros médias, et on arrive à voir ça intégré sur des sites, par exemple même des fois des sites d'actualité tech que je lis, je vois des pubs qui sont intégrées, et c'est des grosses arnaques, ça fait installer des malwares, des choses comme ça sur son PC. Donc moi ce que je fais, c'est que j'utilise un bloqueur de publicité
et ça me permet de bloquer déjà une grosse partie des publicités avec à l'intérieur des arnaques ou des logiciels malveillants. Vous le voyez aussi pour ceux qui téléchargent des films par exemple en torrent, des choses comme ça. Quand vous vous retrouvez sur ces sites-là, souvent on sait jamais sur quel bouton il faut cliquer, quel est le bon. Et ben vous voyez, avec un bloqueur de pub, en général, ça en enlève une très très grosse partie et ça évite de se faire avoir et de se retrouver à cliquer sur un lien sur lequel on n'a pas envie de cliquer pour la sécurité du PC. Donc ça, c'est très important. Mettez des bloqueurs de pub. Si jamais il y a des presses que vous aimez bien, imaginons, je sais pas, vous regardez le Journal du Geek, vous aimez bien lire cette presse et vous vous dites, ah, j'ai envie de les soutenir et d'afficher leur pub, bah, vous pouvez mettre des options dans les bloqueurs de pub et dire, bah, pour ce site-là, affichez la pub, et à partir du moment où ils affichent des pubs correctes et qu'il n'y a pas d'arnaque dedans, voilà, vous pouvez les afficher. Mais de manière générale, moi, j'ai toujours un bloqueur de pub activé et ça me permet d'avoir quasiment aucun spam, aucun truc qui s'affiche. Alors moi, celui que j'utilise perso, c'est uBlock Origin. C'est une extension qu'on a sur le navigateur Google Chrome. Donc ça s'écrit uBlock, tout accroché, BLOCK, et Origin, sans E à la fin. Et moi, c'est ce que j'utilise, ça fonctionne vraiment super bien. Et voilà donc pour les 15 erreurs que je vois le plus souvent sur vos PC gamers. Ces 15 erreurs, si vous ne les faites pas, vous allez déjà vous enlever 95% des soucis que vous pouvez avoir avec votre PC gamer. Et surtout, vous allez réduire de 95% le nombre de messages que vous m'envoyez parce que vous avez des bugs sur votre PC. Donc, suivez ces conseils, partagez cette vidéo auprès de vos proches, partagez cette vidéo chez vos parents aussi, parce que c'est souvent les parents qui cliquent n'importe où, qui font suivant, qui réfléchissent pas, et après ils appellent et disent « Ouais, j'ai un souci sur le PC, comment ça se fait qu'il y a des pop-up qui s'ouvrent comme ça ?» Donc voilà, partagez ça même à ceux qui suivent pas forcément ma chaîne YouTube pour de la tech régulièrement, mais là c'est des conseils que tout le monde peut appliquer, c'est important de les appliquer pour garder un PC en bonne santé. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile, si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager des conseils supplémentaires si vous en avez dans les commentaires juste en bas. Allez, ciao tout le monde!